Bonjour, chers amis IES, d'être avec nous en cette dernière séance du Sommet international des aînés africains et des diasporas. Toute cette dernière semaine du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, l'honneur était laissé aux personnes aînées. Et nous avons pu mener 3 ateliers, atelier sur la santé, atelier sur les valeurs et l'intergénérationnel, atelier sur ce qu'on appelle maintenant l'économie des seniors, Silver Economy. Et le résultat de ces ateliers devrait nous aider à préparer le SIAD 2022. Et donc, nous avons du travail tout au long de l'année. Mais en attendant, compte tenu du fait que nous sommes à la croisée de la décennie du vieillissement en bonne santé de l'OMS, de ce mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, et du centenaire de cet Africain multidimensionnel, de ce trésor humain vivant, consacré comme tel pour ses 90 ans à Ouagadougou, à l'Assemblée générale du RIFA, le Réseau international francophone des aînés, qui est qui est cheville ouvrière de ce SIAD. Nous avons donc décidé de rendre hommage à Amadou Mahtar Mbow, mais de lui rendre hommage d'une manière très particulière, c'est-à-dire d'une manière personnelle. Ce ne sont pas des conférences, ce ne sont pas des débats, c'est simplement de dire comment nous, en tant que personnes, nous voyons Amadou Mahtar Mbow et comment nous évaluons son héritage par rapport à ce qu'il a laissé, non seulement en tant qu'homme politique, mais aussi en tant qu'humain, en tant qu'homme de culture, en tant qu'homme de science, dans toutes ces dimensions. Voilà. Donc, nous avons évidemment privilégié certains qui étaient à l'UNESCO, qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui. Mais d'autres qui ne l'ont peut-être pas côtoyé, mais qui l'ont découvert, comme disait un de mes jeunes frères au Canada, un Camerounais, j'ai découvert Cheikh Anta Diop dans les livres. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont découvrir Amadou Mahtar Mbow dans les livres. Et c'est de ça que nous voulons aujourd'hui parler. C'est magnifier cette personne magnifique, exceptionnelle, qu'est Amadou Mahtar Mbow. Donc je donne la parole à notre modératrice, à Penda Mbow, ministre et représentante spéciale du chef de l'État du Sénégal auprès de l'OIF. Penda, la parole est à toi. Merci beaucoup, Ndeye. C'est un grand honneur pour moi de modérer ce débat que je qualifie d'un débat fondé sur une très grande générosité. De votre part d'abord, mais une générosité de l'homme que vous voulez célébrer. Et aujourd'hui, nous sommes dans le mois Amadou Mahtar Mbow.
comme le mois justement de l'homme africain, du noir, de la diaspora. Et ce qui est important, qu'il symbolise ce mois, et je lui souhaite longue vie, parce qu'il est centenaire. Il m'a même dit une fois, si c'était en l'année lunaire, il est centenaire depuis très longtemps. Mais cet homme que nous célébrons, et vous avez commencé la célébration, parce que ce n'est que le 20 mars que nous allons débuter au Sénégal, et vous, les aînés, vous qui l'avez connu, vous qui l'aimez, et je vois beaucoup de visages qui me sont familiers, vous qui l'avez connu, vous qui avez travaillé avec lui, c'est vraiment exceptionnel de vous écouter parce que nous allons apprendre aussi de vous pour alimenter le 20 mars et au-delà du 20 mars. Et moi, je pense que qu'est-ce qu'on peut attendre dans la vie? Une reconnaissance. Une reconnaissance d'abord des personnes qui vous ont côtoyé, qui vous ont connu. Moi, quand je lis les textes des personnalités qui ont eu à travailler avec M. Mbow, je me dis c'est quand même extraordinaire que les gens gardent tant de souvenirs sur cet homme et des souvenirs de dimension exceptionnelle. Et je sais que ce que vous allez faire aujourd'hui, je ne vais pas trop garder la parole parce que je suis pressée de vous entendre, je suis pressée de vous écouter et je sais que nous allons tirer beaucoup de vous. Alors, dans le programme, on va commencer par visionner une vidéo d'Afrique 24 où Amadou Mahtar Mbow lui-même s'exprime et se dévoile un peu. Et après cette vidéo, nous allons passer à l'hommage introductif à partir du Canada de Dr Charles Moumouni, professeur en communication à l'Université Laval à Québec et membre du barreau de Québec, entre autres fonctions. Et Awa qui représente ici M. Mbow, donc Dr Awa Mbow Kane, qui est diabétologue, endocrinologue, fille d'Amadou Mahtar Mbow, qui aujourd'hui représente la famille. Et vraiment, il faut dire qu'Awa est sur tous les fronts. Je sais qu'elle a beaucoup de travail auprès de ses malades, mais ça ne l'empêche pas vraiment de porter l'honneur et de jouer le rôle comme si son père était là. Et vraiment, elle fait un travail extraordinaire dans le comité et en dehors du comité. Donc, après avoir écouté ces deux personnalités, nous allons maintenant passer au témoignage des capsules en direct. Nous y reviendrons et c'est à ce moment-là que nous aurons aussi l'occasion d'entendre tous les anciens et anciennes de l'UNESCO. Donc, je donne sans plus tarder la parole où je laisse les techniciens nous montrer la vidéo d'Afrique 24 avec Amadou Mahtar Mbow. Il a dirigé l'UNESCO pendant 13 années, plusieurs fois ministre dans son pays. Il est actuellement le président des Assises nationales au Sénégal. Nous recevons sur Africa 24 Amadou Mahtar Mbow. Il va porter dans cette émission son regard sur le cinquantenaire de l'indépendance de son pays. Monsieur Mbow, merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa 24. Heureux d'être avec vous. Alors, je vous réexplique le principe de l'émission que vous connaissez. Vous avez sur la table 7 questions que vous allez choisir l'une après l'autre, y répondre. Et moi-même, je vous pose la 8e question, la question joker. Première question. Comment avez-vous vécu l'indépendance de votre pays? Je l'ai vécu d'abord avec beaucoup de bonheur, mais aussi avec beaucoup de réserve. Pourquoi avec beaucoup de bonheur? Je fais partie de la génération qui a lutté depuis la fin des années 40 pour l'indépendance de nos pays, mais l'indépendance de l'ensemble des pays africains. Je n'étais pas seul, j'étais avec d'autres Africains appartenant à d'autres pays du continent, en particulier de l'ère francophone, ce qu'on appelait à l'époque les colonies françaises. Nous étions étudiants à Paris, certains d'entre nous, comme moi-même, avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale, et nous estimons, après cette Deuxième Guerre mondiale, que d'avoir participé à la libération de la France nous donnait aussi le droit de lutter pour notre propre liberté nous-mêmes. Et cette liberté, évidemment, passait par l'indépendance. Mais je l'ai vécu aussi de façon assez dubitative dans la mesure où les conditions dans lesquelles l'indépendance a été acquise
n'était sans doute pas celle que nous rêvions. Nous rêvions d'une indépendance qui aurait permis à nos pays de nous attaquer de façon déterminée à la solution des problèmes économiques et sociaux dont nous étions confrontés. Deuxième question. Évoquant l'accession de l'indépendance du Sénégal, vous avez déclaré que nous avons manqué d'audace. Pourquoi? Nous avons manqué d'audace parce que nous avons continué à gérer nos pays comme du temps du système colonial. On a eu l'impression que les nouvelles autorités nationales, dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, la plupart des autorités nationales n'ont cherché qu'à perpétuer un système qui existait auparavant sans chercher à le changer profondément. Mais ce que je peux dire en tout cas, que sous Léopold Sédar Senghor, les ruptures n'ont pas été faites. J'ai été d'abord opposé à lui au moment de l'indépendance. Nous avons ensuite, mon parti et moi, été d'accord avec lui en 1966. J'ai rejoint le gouvernement, mais je dirais tout de suite que j'ai eu l'expérience, dans le cadre de ce gouvernement, de l'impossibilité à changer dans un domaine précis dont j'étais responsable, les rapports qui existaient auparavant. Je peux parler par exemple de l'Université de Dakar. Mon opinion sur l'Université de Dakar était divergente de l'opinion du président de la République et la crise de 1968 l'a montré d'ailleurs. Troisième question. Quels sont vos regrets? Il y a bien entendu le regret aussi que les réformes plutôt qui avaient été entamées déjà par le président du Conseil de 1960 à 1962, Mamadou Dia, même si nous n'étions pas ensemble à l'époque, ces réformes auraient permis peut-être de changer la donne en matière économique. Malheureusement, ces réformes ont été stoppées, anéanties à la suite des événements politiques qu'on a connus en 1962 et qui ont conduit à l'élimination de Mamadou Dia. Mamadou Dia voulait effectivement remettre en cause l'économie de traite. Il n'a pas pu le faire. On connaît les dénouements de cette crise et les conséquences qui s'en sont suivies pour le pays. Question suivante. Après 50 ans d'indépendance, quels sont vos motifs de fierté pour le Sénégal? Écoutez, je ne dirais pas qu'il y a des motifs de fierté particuliers pour le Sénégal. J'ai des motifs de fierté en tant qu'Africain, c'est que nous ayons pu quand même, en 50 ans, malgré tout ce que je viens de dire, changer complètement la donne par rapport à ce qu'elle était pendant la période coloniale. Vous êtes quand même assez dur pour votre propre pays. Le Sénégal, en 50 années, il y a quand même des choses qui ont pu se passer qui vous ont fait plaisir. Il y a des choses, pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique, il y a des choses énormes qui ont été accomplies. Il faut dire que quand même, moi, j'ai vécu la condition coloniale, j'ai grandi dans la condition coloniale, la décolonisation a eu lieu, j'avais un peu moins de 40 ans, mais j'ai connu donc le système colonial avant la guerre de 1939-1945, le travail forcé, les famines et aussi le déni de justice, là où, avec le régime d'indigénat, n'importe quel sujet français pouvait être arrêté, mis en prison pendant 15 jours sans aucun jugement, et d'ailleurs on pouvait renouveler sa détention de façon permanente. Le commandant de cercle avait ce pouvoir. Donc je sais ce que c'est que vivre aussi dans un pays, être formé dans une école où on vous apprenait à mépriser vos propres cultures en vous disant qu'elles n'existaient pas, que vous deviez vous assimiler à la culture du colonisateur. Un pays également où on vous disait que vous n'avez pas d'histoire et que votre histoire commençait avec la colonisation. En somme, c'était la négation de nous-mêmes qu'on nous apprenait à l'école française à l'époque. Aujourd'hui, tout cela a bien changé. Mais la qualité de l'enseignement n'est pas ce qu'elle devait être. Cinquième question. Faudrait-il revoir les accords de coopération entre le Sénégal et la France? La plupart des accords qui ont été conclus ont été des accords secrets. On ne les connaissait pas. Mais tous les accords, à mon avis, ont abouti à la perpétuation de la situation qui existait pendant la période coloniale. On n'a pas conclu des accords en vue des changements des rapports qui existaient pendant la période coloniale. On a fait des accords pour maintenir la situation telle qu'elle était auparavant, d'où l'impossibilité dans laquelle nous nous sommes trouvés de nous armer de volonté nous-mêmes et d'imaginer les voies et les moyens de changement, non seulement d'imaginer les voies et les moyens, mais de nous donner les moyens d'assurer nous-mêmes le changement par notre action propre.
Question suivante. L'un de vos combats était la décolonisation de l'information. L'Afrique y est-elle parvenue? Je dirais oui et non, dans la mesure où votre présence ici même est une attestation de la présence de l'Afrique dans le milieu médiatique international. Cela n'existait pas auparavant. Quand, dans les années 70, je lançais l'idée d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, je partais de la constatation que, en fait, la communication, l'information et la communication dans le monde étaient dominées par 5 grandes agences, toutes situées en Europe. Nous recevions, nous, des informations nous concernant à travers ces agences de presse. Donc, nous recevions une information qui ne partait pas de nos constatations de nous-mêmes, de la façon dont nous nous sentions, mais c'est une information qui nous était envoyée de l'extérieur par des organismes, par des agences qui avaient leur vision du monde, qui défendaient les intérêts des parties du monde auxquels ces agences appartiennent. Donc, on nous envoyait une information qui était une information biaisée. La circulation de l'information, je l'avais dit à l'époque, circulait essentiellement du nord au sud, et le sud n'apparaissait qu'à travers des clichés, à travers, à mon avis, des présupposés de famine, de misère, etc. On ne vous montrait jamais ce qui était positif dans notre propre pays. Nous n'avions pas la voix, nous ne parlions pas, nous ne pouvions pas exprimer sur le plan international ce que nous pouvions sentir aujourd'hui, évidemment avec votre présence. Africa 24, en tout cas, m'interviewe aujourd'hui. Ce que je vais dire pourra être écouté en Afrique, en France et dans le monde entier. Alors vous avez dit oui et non. Oui. Non, pourquoi? Quels sont les défis qui restent encore à surmonter? Nous n'avons pas encore la masse critique nécessaire dans les pays en développement pour vraiment occuper une place dans le milieu médiatique international. Il y a des balbutiements, il y a de petits efforts qui apparaissent, comme je le répète encore, Africa 24, mais nous ne jouons pas encore un rôle sur le plan international. Dans nos pays, vous captez toutes les télévisions, toutes les émissions radio qui viennent des pays occidentaux, mais quand vous, des pays de l'Europe, d'autres parties du monde, mais quand vous allez dans ces pays, c'est très rare que vous puissiez entendre des émissions venant de nos différents pays directement. 7e question. Que peut-on espérer pour le Sénégal pour les prochaines décennies? J'espère que le Sénégal s'orientera vers les transformations institutionnelles, économiques et sociales telles que préconisées dans la charte de gouvernance démocratique que les assises nationales ont adoptée et que les participants aux assises nationales et les citoyens se sont engagés à appliquer dans leur vie de citoyens, appliquer également d'appliquer quand ils exerceront des responsabilités politiques, économiques, sociales, etc. Nous sommes un pays où il y a une diversité très grande, diversité ethnique, diversité religieuse, et nous devons donc faire en sorte que ces diversités ne conduisent pas à des cisanies ou à des oppositions, mais que ces diversités servent au contraire d'éléments d'enrichissement de l'ensemble de la nation. Pour ce faire, le respect des uns et des autres. Nous voulons que ce soit une société également où l'État ne définit de politique dans quelque domaine que ce soit qu'en accord avec en consultation avec les parties prenantes. L'ère du Messie est terminée. Voilà, Monsieur Amadou Matambo, je vous pose moi-même la 8e question, c'est la question joker. N'oublie pas ce que tu es, ni ce que tu dois être. Cette parole de sagesse, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Elle vient de votre feu père. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que le Sénégal, ou du moins les Sénégalais, savent où ils vont? Les Sénégalais vivent une crise éthique, mais ils ne sont pas les seuls. Ils vivent également une crise morale et que le besoin d'enrichissement individuel prend parfois le dessus sur la volonté de mener une politique nationale de solidarité, une politique de cohésion entre toutes les populations de ce pays. Je pense
qu'il y a beaucoup de Sénégalais néanmoins. Ce pays est un pays aussi, je dois le souligner, extraordinaire. Il y a de tout au Sénégal, mais il y a des Sénégalais d'une qualité exceptionnelle, extraordinaire, qui, en dépit de toutes les menaces, en dépit de toutes les difficultés, continuent à penser que nous devrions être autrement que nous sommes à l'heure actuelle, non pas dans l'intérêt de quelques-uns, mais dans l'intérêt de l'ensemble de la population de ce pays. Amadou Mahtar Mbow, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Cette interview, j'ai l'impression qu'elle date de ce 26 février 2021. Très honnêtement, la pensée est d'une actualité exceptionnelle. Et je crois qu'en écoutant cette interview, je me suis demandé si ce n'était pas vraiment nécessaire pour tous les Africains de réécouter l'interview, mais aussi de lire la charte de la gouvernance, qui est une émanation des conclusions des Assises nationales au Sénégal. Et hier seulement, je lisais un texte sur l'éducation de base chez Amadou Mahtar Mbow. Et j'ai pu mesurer le travail gigantesque accompli par ceux de sa génération, par M. Mbow, pour que nous en soyons aujourd'hui là où nous sommes. Je ne sous-estime plus ce que l'Afrique a pu réaliser en 50 ans, 60 ans d'indépendance, parce que les obstacles sont multiples, énormes, mais nous avons eu, heureusement pour nous, des gens d'une génération exceptionnelle et des gens qui avaient foi en cette Afrique. Et c'est ça peut-être qui manque un tout petit peu aujourd'hui chez les leaders africains, surtout le leadership intellectuel en Afrique. Monsieur Moumouni? Merci beaucoup. On vous laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi avant tout de remercier l'équipe du RIFA pour le fantastique travail que vous avez réalisé pour souligner cette semaine qui est si riche d'enseignements et bien sûr riche d'Afrique et riche du Sénégal. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites en me demandant d'introduire cette séance d'hommage à un géant d'Afrique. Vous l'avez dit, à un trésor humain vivant, à une bibliothèque vivante, à un homme qui peut être considéré comme un patrimoine de l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la cinquantaine de doctorats honoris causa qu'il a reçus dans une quarantaine de pays du monde qui en témoignent. C'est la citoyenneté d'honneur qu'il a reçue d'une vingtaine de pays, d'une vingtaine de villes du patrimoine mondial qui le considèrent ainsi. Je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer physiquement l'illustre personnalité. Je fais partie de ceux que Maman Deifal appelait tout à l'heure, ceux qui l'ont découvert dans les livres. Oui, je l'ai rencontré dans les livres, je l'ai rencontré dans les archives audiovisuelles. Et je parle de lui à mes étudiants dans le cadre de mon cours de communication internationale. Et en le lisant et en l'écoutant, je trouve beaucoup d'affinités avec mon centre d'intérêt de recherche, d'enseignement et d'implication dans la société et dans la communauté internationale. Comme vous le savez, le professeur Amadou Mahtar Mbow est un homme multidimensionnel. Madame Fall vient juste de nous le rappeler. Et c'est un homme au projet pharaonique, tant à l'échelle du monde, à l'échelle de l'Afrique, qu'à l'échelle du Sénégal. Il est un homme visionnaire, doté d'un sens élevé de prospective. Il est toujours en avance sur son temps et le temps finit toujours par lui donner raison. Je vais l'illustrer tout à l'heure. Il a consacré 70 ans de sa vie active à mettre en place de grands chantiers d'avenir pour l'humanité et particulièrement pour l'Afrique.
Permettez-moi d'en évoquer très rapidement 7 de ces chantiers en introduction à notre séance. Vous êtes des voix beaucoup plus autorisées que la mienne pour parler de ces chantiers d'avenir. Je vais tout simplement mentionner le chantier de l'histoire de l'Afrique, le chantier du patrimoine mondial, celui de l'éducation, celui de la géopolitique mondiale, celui du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, du nomique, le chantier du panafricanisme, et je terminerai par le chantier de la gouvernance des États. D'abord, le chantier de l'histoire de l'Afrique. Le professeur Amadou Matambo fait savoir, et il le fait savoir souvent au monde, que l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé en 1444. 1444, c'est l'année de l'arrivée des esclavagistes portugais, bénis par le Romanus Pontifex ou l'édit du pape Nicolas V, qui autorise la mise en servitude, la mise en esclavage perpétuel des Africains. L'Afrique a été dévoyée de sa trajectoire, a été dévoyée de son destin, certes par l'esclavage et par la colonisation, mais elle doit retrouver sa voie par la prise de conscience de la profondeur de son histoire. Et le professeur Mbo en parle souvent, l'Afrique doit prendre conscience, bien sûr, de son histoire et surtout de son histoire précoloniale. Il rejoint sur ce point le professeur Cheikh Anta Diop, le professeur Joseph Kizerbo et Amadou Hampâté-Bâ. La réalisation de l'œuvre gigantesque de l'histoire générale de l'Afrique en 8 volumes et bientôt en 11 volumes, œuvre réalisée par l'UNESCO, répond à ce besoin vital de l'Afrique, le besoin de raconter l'histoire de l'Afrique. Même si le projet a été lancé en 1964, c'est sous le mandat du professeur Amadou Matambo que les 4 premiers volumes ont été publiés entre 1980 et 1984. Et sans son soutien, je pense que les témoignages sont unanimes là-dessus, sans son soutien, le projet n'aurait jamais pu se réaliser face aux résistances des États-Unis, face aux résistances du Royaume-Uni et aussi même de l'Union soviétique, qui n'était pas très d'accord pour l'avancement de ce projet qu'on qualifiait d'ethnocentrique, enfin d'afrocentrique. Aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique suscite un regain d'intérêt partout dans le monde. Nous sommes à la fin de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs, ce mois qui a commencé en 1926 comme la Semaine des Noirs, mais qui a été transformé en mois de l'histoire des Noirs en 1976. Aujourd'hui, ce mois de l'histoire des Noirs gagne en importance à travers le monde, que ce soit en France, en Irlande, en Grande-Bretagne ou partout ailleurs. Et depuis 2 ans, nous avons la chance d'avoir sur le continent africain le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas sous la coordination de la très dynamique sœur Mélina Seymour, qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette plateforme pour rendre hommage à un géant d'Afrique. Et bien sûr, je souligne que des pays aussi commencent à prendre conscience de l'importance de l'histoire sur le plan institutionnel, mais aussi sur le plan géopolitique. Le Burkina vient de lancer l'Institut du peuple noir pour faire la promotion de l'histoire de l'Afrique. Donc l'histoire de l'Afrique est en vogue, mais il reste que l'histoire générale de l'Afrique, pour laquelle le professeur Amadou Matambo s'est étant battu, il reste que cette œuvre gigantesque soit intégrée dans les cursus de formation et soit largement enseignée en Afrique et à travers le monde. Voilà donc le premier grand chantier d'avenir qu'aura laissé le professeur Amadou Matambo. Le deuxième chantier d'avenir que je voudrais évoquer, il est un peu lié au premier, c'est le chantier du patrimoine mondial. Pendant ces années à l'UNESCO, successivement comme membre du conseil exécutif, comme sous-directeur et finalement comme directeur général de l'UNESCO, le professeur Amadou Matambo a supervisé le travail qui a conduit à l'adoption de la Convention du patrimoine mondial en 1972.
il a reçu les premières ratifications qui ont permis l'entrée en vigueur de la Convention en 1975 et il a connu l'inscription des premiers sites sur la liste du patrimoine mondial en 1978. Il a contribué à la sauvegarde et à la valorisation de nombreux sites, villes du patrimoine mondial, tels que l'acropole d'Athènes, tels que la ville de Fès, la ville de Venise en Italie, la ville de Varsovie en Pologne. Donc, il parle de ces villes-là avec beaucoup d'attachement, comme on le voit dans ces interventions, dans ces différentes vidéos. Alors, avec l'arrivée de 16 pays africains à l'UNESCO en 1960, il a contribué à donner à l'institution internationale une assise mondiale et à faire reconnaître la diversité des cultures et l'égale valeur universelle des biens du patrimoine mondial. Je peux dire que c'est une victoire pour les pays africains qui, jusque-là, ont fait face à la négation de leur culture, ont fait face à la négation de leur histoire. Le professeur Amadou Matambo a œuvré dès les années 1970 pour le retour des objets culturels pillés par le colonisateur. Imaginez, vous avez assisté récemment à l'adoption en décembre 2020 de la loi française relative à la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal. Mais c'est l'aboutissement partiel, on peut dire, d'une réclamation qu'il a initiée depuis 50 ans. Il est tout de même à regretter que l'Afrique n'ait pas pris conscience, entièrement conscience, de l'importance de l'inscription, de la préservation et de la conservation de son patrimoine culturel matériel et immatériel. Je peux en témoigner parce que je collabore avec l'Organisation des villes du patrimoine mondial où je coordonne depuis 15 ans le programme de médias et patrimoine mondial. Donc, je me fais défenseur du patrimoine au Luxembourg, ou en Équateur, ou au Portugal, au Mexique, au Pérou, en Corée du Sud, ou en Pologne, et récemment, et tout le temps au Québec. Mais je constate que malheureusement, la grande absence de cette organisation avec laquelle je collabore est l'Afrique. En dehors de quelques pays, quelques villes qui essayent d'être un peu actifs comme la Tunisie ou comme le Cap-Vert, la grande absente, malheureusement, c'est l'Afrique. L'exemple de la ville de Saint-Louis illustre bien cet état de fait. On sait bien que c'est une ville patrimoine qui, malheureusement, n'est pas valorisée comme cela se doit, malgré les nombreuses initiatives, dont celle que notre maman Ndeye Marifal et moi-même avons essayé. On a initié un colloque en 2014, en marge du sommet de la francophonie. Nous avons rassemblé les acteurs du patrimoine de Saint-Louis à l'université Gaston Berger, mais malheureusement, toutes les résolutions, les recommandations que nous avons faites à l'occasion de ce colloque sont restées lettres mortes. Alors, pendant que la baguette de pain, symbole culinaire de la France, certes, mais baguette de pain quand même, les toits en zinc de Paris, un festival viticole sont en lice pour figurer sur la liste du patrimoine mondial, eh bien l'Afrique doit se poser des questions, beaucoup de questions sur sa place dans tout ce qui est considéré comme valeur universelle exceptionnelle. Le collectif pour un patrimoine immatériel en francophonie, animé par notre maire Ndeye Marifal, peut aider dans ce sens-là. Charles, vous êtes un privilégié, mais il vous reste 5 minutes. Ah, 5 minutes, ok. Merci. Alors, le troisième chantier que je voudrais évoquer rapidement, c'est l'éducation. Et sur ça, je ne vais pas insister puisqu'il y a des voix beaucoup plus autorisées que moi pour en témoigner, puisqu'il y a un représentant ou une représentante de la Confémen qui est avec nous. Comme vous le savez, le professeur Matambo a été un grand architecte de l'éducation en Afrique et dans le monde, non seulement en tant que responsable institutionnel, mais aussi comme un homme de terrain, en dehors de tous les postes qu'il a occupés dans son pays comme ministre de l'Éducation, le premier ministre de l'Éducation avant même l'indépendance et après l'indépendance,
et sous-secrétaire général de l'UNESCO chargé de l'éducation. Il a été aussi professeur, donc enseigné longtemps et s'est occupé notamment de l'éducation de base. Il a toujours pensé que l'éducation, c'est l'avenir de l'Afrique. L'éducation doit être au centre du développement de l'Afrique. Je pense qu'il y a des pays qui l'ont écouté depuis les années 70, les pays asiatiques comme la Chine, comme l'Inde, comme la Corée du Sud. Et aujourd'hui, ce que ces pays sont devenus étroitement liés à la politique d'éducation qu'ils ont mise en place dès les années 1970. Quant à l'Afrique, malgré les avancées qu'on peut constater, surtout dans le domaine de la scolarisation des filles, eh bien, l'Afrique peine encore à faire décoller sa politique d'éducation et à lui faire prendre une vitesse de croisière. Le quatrième chantier, c'est celui de la géopolitique mondiale. Et ça, je ne vais pas non plus insister là-dessus. Je pense que le professeur Amadou Matambo a contribué à positionner l'Afrique sur la carte mondiale, non seulement parce qu'il a été le premier Africain et le premier responsable de tiers-monde à occuper un poste aussi élevé dans le système des Nations Unies, mais aussi parce qu'il a présidé de nombreux regroupements, de nombreuses coalitions qui ont, qui ont eu une influence majeure sur les affaires mondiales, sur le droit international. Notamment, il a présidé le groupe des 77 à l'UNESCO et il a donc contribué à renforcer la position de l'Afrique sur le plan mondial. Et toutes les réflexions qu'il a donc mises en chantier à l'époque, notamment autour du nouvel ordre international, reviennent aujourd'hui sous une autre forme. On peut dire que le professeur Mbo est un architecte, est un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui les objectifs du millénaire pour le développement ou les objectifs du développement durable. Tout ce qui était mis autour de la table dans les années 70 reviennent aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Le cinquième chantier, c'est le NOMIC, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Et sur ce point encore, le professeur Mbo a eu raison, l'histoire lui a donné raison, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, le déséquilibre informationnel qui divisait le Nord et le Sud dans les années 70, ce même déséquilibre demeure aujourd'hui malgré la démocratisation de l'information. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que le NOMIC n'est plus seulement une affaire du tiers-monde contre des pays du Sud contre les pays du Nord, mais c'est aussi une affaire entre pays Nord et pays Nord. La France, aujourd'hui, se trouve dans la même situation de dépendance, de colonisation à l'égard des géants du web et à l'égard de l'Amérique. Et donc, le NOMIC est une affaire qui intéresse tout le monde, qui concerne tout le monde. Vous avez assisté récemment à la prise, la réaction des autorités australiennes qui ont adopté des mesures plus ou moins radicales à l'égard de Facebook et de Google. Donc aujourd'hui, il y a un bras de fer entre un certain nombre de pays contre les géants du web américains. Donc le NOMIC est un concept qui est encore en valeur et encore sur ce point, l'histoire a donné raison à Amadou Matambo. Le sixième chantier est celui de la décolonisation et de l'unité africaine. Bon, nous n'avons pas encore eu la chance d'écouter la vidéo qu'on a voulu passer, au début de notre séance, mais le professeur Matambo allait témoigner, un peu de tout ce qu'il a vécu dans la foulée de l'indépendance. Je pense qu'il a été un architecte important de la décolonisation de l'Afrique. Il était aux premières heures de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine et il a œuvré longtemps pour le rapprochement de l'OUA avec le système international. Il a mené ce système international donc, à soutenir tous les mouvements de décolonisation en Afrique. Aujourd'hui, il se réjouit de deux choses. La première, c'est qu'il n'y a plus aucune colonie sur le continent. Donc aujourd'hui, l'Afrique est composée de 54 pays indépendants qui ont entièrement leur indépendance. Et deuxièmement, l'Afrique a réussi à se débarrasser du système de l'apartheid qui régnait sur le continent pendant si longtemps. Deux choses qui ont réjoui le professeur, mais il y a toujours le regret de la dépendance de bon nombre de pays africains, donc qui n'ont pas réussi
disons, à se départir des liens de dépendance qui les liaient à l'ancienne. Le dernier chantier, c'est le chantier de la gouvernance. C'est le chantier de la gouvernance de l'État et du consensus national. Et sur ce plan, vous avez vu l'implication du professeur Amadou Matambo dans son propre pays, alors même qu'il avait déjà plus de 80 ans. Il a présidé les assises nationales, ça c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Il a présidé les assises nationales, mais il a fait avec un sens de la gouvernance qui devait être un modèle, puisque je l'entends souvent dire, chaque fois qu'il a une décision importante à prendre, il consulte, il se concerte et il œuvre par consensus. La notion de concertation, de consultation et de consensus devrait être au cœur de la gouvernance de l'Afrique. Je pense qu'il a œuvré pour ça dans son propre pays, le Sénégal, et ça devrait justement demeurer quelque chose de majeur qu'il aura laissé en tout cas à la postérité. Et si des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire ou le Bénin, qui sont aujourd'hui, disons, à un tournant de leur propre histoire, se réunissent autour de ces trois concepts de consultation, de concertation et de consensus, cela va permettre évidemment de sortir de la crise. Donc voilà un peu, si vous voulez, mais très rapidement, je ne suis pas entré dans les détails, les 7 chantiers d'Amadou Matambo que je voudrais soumettre à votre attention et je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que ce ne sont pas les 7 travaux d'Hercule, parce que lui, il a réussi véritablement tout ce qu'il a entrepris. Vraiment, votre communication a sa place dans la journée du 20 mars et vous venez de montrer, de balayer l'ensemble des idées, la vision d'Amadou Mahtar Mbow, et c'est l'homme est ainsi fait. Et tout ce que nous voulons à partir justement de toutes ces réflexions, c'est de donner à la jeunesse africaine une vision, un héritage qui lui permettra justement de faire face à l'avenir, qui est un avenir, à mon avis, qui n'est pas encore très réjouissant, mais je suis convaincue qu'en s'appropriant l'héritage, le legs de Amadou Mahtar Mbow et peut-être d'autres de sa génération, on arrivera véritablement, avec une vision panafricaine, on arrivera véritablement à sortir le continent de cette situation. Et je termine simplement en disant que l'histoire générale de l'Afrique par l'UNESCO est peut-être l'un des chantiers les mieux réussis d'Amadou Mahtar Mbow. Tout. Mais celui-là, vraiment, est un chantier exceptionnel pour l'Afrique parce que nous nous sommes réappropriés notre histoire. Et nous sommes dans le mois, justement, de l'histoire de l'homme noir. Ceci étant dit, je voudrais passer la parole à Madame Mbow Kane pour délivrer le message d'Amadou Mahtar Mbow. Awa, vous avez la parole. Merci Penda. Je te remercie Penda de la présentation élogieuse que tu as faite de moi tout à l'heure. Et salue votre engagement, Neifal et toi, pour la réussite de la célébration du centenaire de notre père à toutes, en définitive. Je voudrais, m'adressant au nom d'Amadou Mahtar Mbow, parrain de la cérémonie qui nous réunit ce jour, vous transmettre ses salutations et ses bénédictions. Salutations et bénédictions qu'il transmet aux organisateurs du premier sommet international des aînés de l'Afrique et de ses diasporas. Je félicite les initiateurs de ce sommet, avec à leur tête Madame Ndeye Marie Fall, présidente du RIFA, et ses partenaires organisateurs Africa Mondo, qui vient d'organiser avec brio le mois de l'Afrique et de ses diasporas, avec à sa tête Madame Seymour, ainsi que le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel. Célébrer les aînés est une belle tradition du monde africain. Celui que vous célébrez aujourd'hui
aura 100 ans le 20 mars, avec la grâce de Dieu. Comme vient de le montrer remarquablement le professeur Moumouni, il a fait grandir l'Afrique et le monde. Et il a formidablement contribué à la grandeur de l'Afrique dans le monde entier par son œuvre de son jeune âge à un âge très avancé. De son jeune âge où, à 19 ans, il s'engage dans la Deuxième Guerre mondiale. Il est engagé volontaire de son propre fait, à 19 ans, jusqu'à son action dédiée à l'humanité entière, à la tête de l'UNESCO, pour terminer par l'Afrique et son pays dans tous les domaines qui touchent à la vie des peuples. L'éducation, la science, la culture, la démocratie, la citoyenneté, tout en étant et restant un mari aimant, mari d'une épouse d'ailleurs, originaire de la diaspora. Un père, un grand-père, un arrière-grand-père, un tuteur, un ami, aimant, affectueux, attentionné, ouvrant son cœur et son esprit à tous. Au nom de cet homme qui a contribué à la grandeur de l'humanité, je vous souhaite, ainsi qu'à mon nom personnel, un grand succès et surtout, la pérennité de ces belles actions que vous faites. Merci. Merci beaucoup, Awa. Vraiment, si on veut rencontrer un humaniste au véritable sens du mot, il faut aller voir Amadou Mahtar Mbow. C'est lui l'incarnation de ce que c'est l'humanisme, sur tous les plans d'ailleurs. Et nous espérons, parce que c'est tout à fait possible, du bon Dieu, rien n'est impossible, nous retrouver tous pour célébrer les 110 ans d'Amadou Mahtar Mbow. C'est possible. Et Dieu peut le faire. Et que Dieu le veuille. Alors, nous allons maintenant passer au témoignage de ces personnalités comme M. Edouard Matoko, sous-directeur général pour l'Afrique et des relations extérieures à l'UNESCO. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir et une fierté que je participe à cet hommage qui est rendu à M. Amadou Mahtar Mbow, ancien directeur général de l'UNESCO. Comme vous le savez, M. Mbow est arrivé à la tête de l'organisation à une époque où dominaient les rivalités Est-Ouest, une époque où les pays dits de la périphérie subissaient, pour ainsi dire, la loi des puissants. Son accession à la direction générale de l'UNESCO avait un double sens pour nous, les jeunes Africains. D'abord, premier Africain à la tête d'une organisation internationale du système Nations Unies, dont les missions, on le voit encore plus aujourd'hui, sont au cœur des agendas de transformation de toutes les sociétés. Ensuite, premier dirigeant d'une organisation internationale dite intellectuelle, affichant une volonté de contribuer par l'éducation, la culture, les sciences et l'information, contribuer, disais-je, à un ordre mondial, un nouvel ordre mondial, dont les périphéries seraient les premiers bénéficiaires. On oublie ainsi souvent que c'est sous l'impulsion de M. Mahtar Mbow que le projet emblématique de l'UNESCO, Histoire générale de l'Afrique, a pris toute sa dimension internationale et qu'elle rayonne encore aujourd'hui. On oublie aussi que c'est sous sa direction intellectuelle que la notion de développement centré sur l'homme a investi tous les champs d'action de l'UNESCO. C'était une avancée à l'époque, c'était une avancée théorique importante dans les stratégies de l'UNESCO que l'on retrouve encore aujourd'hui. Enfin, permettez-moi un souvenir personnel.
jeune fonctionnaire africain à l'UNESCO, il me reçut dans son bureau pour le serment d'usage. Et l'impression que j'eus à cette époque fut celle d'un dirigeant aux convictions profondes et convaincu que la jeunesse constituait un atout indispensable pour le renouveau de l'organisation. Plusieurs années plus tard, fonctionnaire désormais aguerri de l'organisation, je me suis retrouvé encore une fois avec beaucoup de plaisir et de fierté en présence de M. Mactar Mbo au cours d'une visite qu'il rendait en 2018 à la nouvelle directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay. Je retrouvais la même détermination, la même conviction intellectuelle envers les missions de notre organisation. Simplement, merci, Monsieur Mactar Mbo, merci, Monsieur le Directeur Général, d'avoir été un exemple et d'être toujours un modèle pour nous tous. Je vous remercie de votre attention. À notre sœur, Lala Aïcha Ben Barka du Mali, qui est haut fonctionnaire des Nations Unies à la CIA et l'UNESCO. Lala Aïcha, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, je suis Lala Aïcha Ben Barka, ancienne ADG Afrique de l'UNESCO. Et je voudrais faire un témoignage pour notre directeur général, pour notre papa, M. Amadou Mactar Mbo. Et c'est un grand honneur pour moi de parler, de témoigner pour cet homme exceptionnel que j'ai eu personnellement le privilège de rencontrer à plusieurs reprises et dans différents contextes. La toute première fois, j'étais encore une étudiante à USC, en PhD, University of Southern California à Los Angeles. Et je participais à une réunion du CIES, Comparative International Education Society, à l'Université de Stanford. M. Mbo, alors directeur général de l'UNESCO, participait aussi à cette conférence et avait demandé à voir les étudiants africains pour échanger avec eux. Je dois dire que cette rencontre fut révélatrice pour moi et pour tous les étudiants africains. Bien entendu, nous étions tous très heureux de le rencontrer, très fiers de savoir qu'un Africain était à la tête de l'UNESCO, mais surtout, nous avons eu des échanges très fructueux. Monsieur Mbo nous a fait montre d'une grande sagesse, de grands savoirs sur les questions de culture, d'éducation, de science, et surtout un attachement profond pour son continent et pour les étudiants africains. Il nous a fait comprendre que les grands défis auxquels l'Afrique était confrontée, notamment les questions de ressources humaines, de sciences, que nous pouvions, nous, étudiants africains, contribuer à relever ces défis. Et nous encourager à finir nos études aux États-Unis, à avoir les meilleurs diplômes, à compétir au plus haut niveau, mais surtout à rentrer chez nous pour contribuer à relever les défis énormes du continent. Et cela nous a marqués. Bien entendu, je ne parlerai pas des problèmes institutionnels, financiers auxquels M. Mbo a dû faire face de manière très habile, très adroite. Et nous savons tous comment les choses se sont passées. Mais M. Mbo a su faire face à ces difficultés. Et jamais, jamais l'organisation n'a baissé la tête, bien au contraire, et devant les plus grands de ce monde. Je dois dire que 20 ans après ma rencontre après notre rencontre avec M. Mbo à Stanford, j'étais nommée directrice du BREDA, le Bureau régional de l'éducation à Dakar. Et nous avons organisé, mes collègues et moi, une conférence africaine sur le Dakar +5. Tout naturellement, à Dakar, M. Mbo était
présent à Dakar. Je l'ai donc invité à venir à l'ouverture de la réunion, ce qu'il a accepté tout naturellement, sans aucun protocole. À l'ouverture de la réunion, le ministre de l'Éducation du Sénégal, assis au podium à côté de moi, me dit « Madame, c'est bien M. Mbo que je vois au premier rang. C'est un homme pour qui j'ai énormément d'admiration. Permettez que je descende du podium pour aller le saluer. » Ce qu'il a fait. Et je peux vous dire que cela a été noté par les participants. Et ça a donné certainement une autre envergure à notre conférence. Mais ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est qu'après l'ouverture, à la pause, j'ai remercié M. Mbo et je voulais me préparer à le raccompagner. Il m'a dit « Ah non, avec tout ce beau monde que je vois ici, avec tous les discours que je viens d'entendre, je vais rester pour écouter davantage, pour échanger davantage avec les participants. » Voilà qui est M. Amadou Mahtar Mbo, toujours à l'écoute et prêt à s'investir dans une cause qu'il juge importante pour le continent et pour le monde, et cela dans la plus grande simplicité. Une autre occasion de mettre en exergue ses qualités de dirigeant, mais aussi d'homme disponible et accessible, parce que d'une grande modestie et d'une grande humilité. C'est lorsque le bureau régional de Dakar se battait pour inscrire un site du Cap-Vert sur la liste du patrimoine mondial, mais sans succès. Et nous ne comprenions pas très bien les raisons de ces tentatives refusées. Avec mon équipe, nous avons donc mené une mission au Cap-Vert avec la direction de la culture du Cap-Vert. Nous avons été voir le site, nous avons repris les études et rentré à Dakar, nous avons été voir M. Mbo pour lui demander de nous soutenir dans cette campagne pour inscrire Ciudad Verde sur la liste du patrimoine mondial. Je peux vous dire que ça a été une réussite, une grande réussite. Le site a été inscrit. Je suis repassée après pour voir le site, tout ce que le Cap-Vert faisait pour vraiment donner toute la valeur qu'il faut à ce site. Et nous en sommes très, très fiers. Nous avons tous suivi la célébration des 90 ans de M. Amadou Mahtar Mbo à l'UNESCO. Encore une occasion pour moi de saluer cet homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et il était assis au podium. Je suis venue et j'ai voulu me présenter. Il m'a regardé en souriant et il a dit « Lala, tu crois que je ne te reconnais pas ?» J'étais très bien attrapée, je dois dire. Quelques années après, j'accompagnais la directrice générale Irina Bokova en visite officielle à Dakar et nous avons bien entendu rendu une visite de courtoisie à M. Mbo. Encore une fois, ce fut une rencontre exceptionnelle où fusaient savoir et sagesse dans une grande élégance et éloquence chez un homme de plus de 90 ans. Aucune fausse note, aucun oubli et beaucoup de conseils sages pour la directrice générale. C'était encore une fois magique, extraordinaire de converser avec cet homme d'une si grande culture. Ce fut un moment d'enchantement, il faut que je le dise, dans un cadre où se mêlaient les parfums du thé à la menthe et des gâteaux marocains. Monsieur Amadou Mahtar Mbo, je pourrais parler pendant très longtemps de tout ce que vous avez fait à l'UNESCO, dans votre pays, dans le monde et en Afrique. Mais de la jeune étudiante de USU du début des années 80 et aujourd'hui la retraitée de l'UNESCO, voudrais au nom de millions d'Africains vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour votre pays, le Sénégal, pour votre continent, l'Afrique, et pour notre organisation mondiale, l'Organisation intellectuelle des Nations Unies. Vous avez laissé la marque d'un Africain visionnaire, engagé, déterminé, et les combats que vous avez menés sont autant de leçons et de sources d'inspiration pour chacun de nous, notamment pour les jeunes générations. Vous pouvez vous enorgueillir, monsieur Mbo, du flambeau que vous avez allumé et qui continuera d'éclairer et à guider bien des générations en Afrique et hors d'Afrique, dans la diaspora, dans le monde entier. Nous vous disons simplement merci du fond du cœur. Que Dieu vous garde longtemps auprès de nous. Amen. Merci beaucoup. Et après avoir écouté Lala, je dis
Voilà, Monsieur Mbow. Tout ce qu'elle a dit, c'est ce qui émane de cette personnalité, de la profondeur de cette personnalité. Monsieur Malampré a essayé tous les moyens et le seul moyen que j'ai trouvé maintenant pour qu'il puisse communiquer avec nous, c'est de le faire parler à travers mon téléphone. Georges Malampré, à vous. Eh bien, bonsoir Dave, bonsoir à tous les amis qui sont réunis en la circonstance et que j'aurais tellement aimé pouvoir rencontrer et surtout être au moins à leur côté pour souhaiter un heureux anniversaire à Monsieur Mbow, que j'ai bien connu dans le cadre de l'UNESCO, forcément, lorsque je représentais au sein de l'organisation la communauté des organisations internationales non gouvernementales et certaines organisations de jeunesse du temps de mai 68, à l'époque où la division de la jeunesse de l'UNESCO était dirigée par Ehsan Naraghi, un éminent sociologue iranien qui a dirigé cette division de l'UNESCO de main de maître. Bien entendu, c'est au titre de l'éducation que je souhaite surtout m'adresser à M. Mbow dans la foulée de ses responsabilités initiales dans le secteur éducatif du Sénégal et en tant qu'ancien ministre de l'éducation de ce pays. Le développement de la coopération avec les ONG a permis à l'UNESCO de démultiplier ses forces en offrant à ces réseaux les moyens de se connaître entre eux et d'étendre le rayonnement dans les zones géographiques où ils étaient insuffisamment implantés. Monsieur Mbow, après les contacts que nous avons eus ensemble du temps où je présidais la conférence des organisations non gouvernementales à l'UNESCO, m'a honoré personnellement en me recrutant au sein du secrétariat de l'organisation pour soutenir la coopération avec les organisations non gouvernementales. Je dois dire qu'en tant que fonctionnaire, que ce soit auprès de M. Mbow et par la suite auprès de son successeur, M. Federico Mayor, c'est à leur côté que j'ai passé les plus belles années de ma vie professionnelle. J'ai à l'égard de M. Mbow un immense respect, beaucoup d'admiration et une reconnaissance infinie. Je salue en lui l'infatigable promoteur de l'éducation dans le monde, l'artisan du dialogue et de l'enrichissement mutuel des cultures, et dans des circonstances que nous avons pu discrètement observer à ses côtés, un ardent défenseur des droits de l'homme. Cher Monsieur Mbow, paraphrasant Voltaire, permettez-moi, en ce bel anniversaire, de souhaiter, je cite, que la santé immortelle descende du ciel pour avoir soin de tous vos jours. La santé et le bonheur sont le seul chantage des dieux. Je répète, la santé et le bonheur sont le seul chantage des dieux. Bon anniversaire, Monsieur Mbow, et merci encore à vous de tous ces moments extraordinaires que nous avons pu passer ensemble. À bientôt, j'espère. Merci, Georges. Alors, finalement, c'est Georges nous a guidés et c'est très bien. Je vous remercie et je vous remercie surtout au nom de la société civile, des OING, parce que c'est un des moments précurseurs de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je crois que nous avons terminé avec le premier groupe d'intervenants. Maintenant, nous allons écouter ce qui représente, en tout cas, la représentation d'une institution intergouvernementale, à savoir la conférence des ministres de l'Éducation nationale, avec Abdelrahman Baba Moussa, s'il est là. Bonjour, Madame la modératrice, chères sœurs, grandes sœurs et belles sœurs. C'est Fatou. D'accord, merci. Voilà, et j'ai l'honneur de représenter donc Monsieur Abdelrahman
Abdelrahman Babou Moussa, secrétaire général de la francophonie, qui a été au Bénin où il participait à une autre activité. Mais il est de tout cœur avec nous et je tenais à le dire à Madame la Présidente, Madame Deyfal. Donc, c'est un honneur pour moi de dire un mot sur une immense personnalité de la culture et de l'éducation qui, par ailleurs, est un de nos pères, de nos oncles, de nos grands-pères, puisque moi, je suis également du Sénégal. Je salue au passage ma maman, Madame Aïcha Diallo aussi, et tout comme les autres sommités de l'éducation et de la culture, que seul le doyen Amadou Mahtar Mbow peut réunir autour d'un plateau. C'est-à-dire donc avoir autour d'un plateau toutes les sommités, toutes les hautes personnalités qui travaillent autour de l'éducation et de la culture. Il faut être le doyen Amadou Mahtar Mbow pour le faire. Et je pense que ça va continuer jusqu'au jour de son anniversaire. Pour toutes ces raisons donc, je voudrais vraiment réitérer l'honneur de la Confémène. C'est un honneur parce que le doyen a été 2 fois ministre de l'Éducation nationale au Sénégal et bien sûr avec la culture. En tant que ministre de l'Éducation nationale, la Confémène ne peut que se réjouir qu'on puisse le fêter et fêter son centenaire. C'est une belle baraka que d'avoir 100 ans, mais la plus grande baraka, c'est d'avoir 100 ans et de rester un monument pour sa nation, d'être un monument pour le peuple africain tout entier, mais surtout d'être un monument pour l'humanité. Vous l'avez dit, Madame Penda Mbow, le doyen Amadou Mahtar Mbow est un humaniste. C'est un humaniste parce qu'il croit en l'homme. C'est un humaniste parce qu'il faut partir de soi. C'est un patriote, quelqu'un qui a aimé le Sénégal à travers tout ce qu'il a développé autour de l'éducation de base, avant même d'être ministre de l'Éducation nationale, entre la Mauritanie et le Sénégal, où il officiait comme professeur, en acceptant de laisser justement tous les privilèges de l'époque à la France, à la métropole où il a mené des études supérieures. Il est venu quand même enseigner en Mauritanie et au Sénégal. Il a développé et il a dirigé toute la réflexion autour de l'éducation de base. Je pense que pour cette raison, la Confémène doit pouvoir se réjouir de porter au plus haut un des flambeaux de ceux qui ont construit les systèmes éducatifs d'Afrique francophone, mais du monde aussi, puisqu'il a perpétué ce travail au sein de l'UNESCO, comme d'ailleurs tous ceux qui sont intervenus avant moi l'ont si bien prouvé. Monsieur Amadou Mahtar Mbow incarne des valeurs. Moi, je dis qu'il est une valeur en soi. Il est une valeur en soi parce que dans le contexte d'aujourd'hui, beaucoup de systèmes éducatifs se plaignent de la situation de l'éducation aux valeurs. Je pense que nous avons ici, si vous me permettez de le dire comme ça, un bon filon pour développer et systématiser l'éducation des valeurs, qui est aujourd'hui une priorité, la Confémène peut le prouver, dans les politiques sectorielles en éducation de tous les pays membres de la Confémène. Et en tant que tel, je pense que dans le contexte où la Confémène va fêter, parce que le soixantenaire, les 60 ans de la Confémène devaient être fêtés en 2020, mais au regard de la pandémie, il a été décidé de décaler ces 60 ans en 2021 et le hasard n'existant pas, les 60 ans fêtés vont coïncider avec les 100 ans de l'immense Amadou Mahtar Mbow. Le hasard n'existe pas, d'autant plus que le 20 mars, c'est aussi Madame Penda, vous êtes la Sherpa de son Excellence au sein de la francophonie. Le 20 mars, c'est la fête également, c'est la journée internationale de la francophonie. C'est pour dire que le destin, il nous parle à travers le doyen Amadou Mahtar Mbow et à travers toutes ces coïncidences heureuses que nous remarquons sur de grands événements, des événements majeurs qui tournent non seulement autour de l'éducation, mais qui tournent autour de l'éducation dans le monde francophone. Donc, pour toutes ces raisons, vraiment, je voudrais réitérer tout notre intérêt à poursuivre justement la fête que nous devons tous, que l'humanité doit à ce cher doyen, à la poursuivre sous l'angle d'abord, comme je l'ai dit, de le considérer comme une valeur en soi, sous l'angle de le considérer comme un modèle pour toutes nos générations, comment l'ériger en modèle pour les générations,
dans un contexte mondial où aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous avez parlé d'élégance intellectuelle. Il y a des ruptures aujourd'hui, même paradigmatiques, si je peux le dire ainsi, dans l'appréhension que la jeunesse a de la culture, de l'éducation et globalement de toutes les valeurs qui ont fondé jusqu'ici l'humanité sous l'angle de ce qu'elle a de plus admiratif, n'est-ce pas? Et pour toutes ces raisons, vraiment, je pense qu'Amadou Mahtar Mbow peut être considéré comme une valeur. C'est un témoin de l'histoire, mais c'est un homme du présent. Vous l'avez donné tout à l'heure, les exemples, vous les avez donnés. C'est un homme du présent parce que quelqu'un qui est entré dans l'école, à travers l'école de commerce, ça c'est l'histoire, son histoire personnelle qui nous le dit. Il part de l'école de commerce, il devient même un volontaire dans l'armée de l'air en 1940, il intègre l'école des radiotélégraphistes, je pense bien, et c'est après cela, en tant qu'autodidacte, qu'il intègre la Sorbonne, qu'il devient un étudiant, qu'il obtient sa licence en histoire. Aujourd'hui, dans nos systèmes éducatifs, nous préconisons l'entrée par les compétences. Nous avons bien vu un beau modèle, en tout cas d'homme, qui a développé ses compétences et qui est parti de là pour devenir ce qu'il est devenu, pour être ce qu'il est devenu aujourd'hui et qui fait l'admiration de l'ensemble de l'humanité, si je peux le dire ainsi également. Donc vraiment, pour toutes ces raisons, je pense que nous réitérons encore une fois notre intérêt à continuer à positionner le doyen Amadou Mahtar Mbow comme une valeur de l'humanité et de l'éducation, comme une référence pour la jeunesse, comme un symbole justement de ce qu'il y a de meilleur en l'homme, vous l'avez dit. L'humanisme, c'est ça qui a construit l'humanité. Ce sont les grandes valeurs, les grands idéaux qui ont permis d'ériger l'homme à un niveau supérieur, de lui permettre de sortir de soi, de se dépasser. Ce sont toutes ces valeurs qui ont permis à l'humanité aujourd'hui de se tailler une belle histoire quelque part, malgré les contre-coups, bien sûr, de ce que nous avons également vécu et que l'histoire nous a révélé. Vraiment, je voudrais m'en arrêter là, ne pas aller plus loin. Vous remercier encore une fois et vous dire que nous sommes de tout cœur avec sa famille. Nous lui souhaitons encore, vous l'avez dit, c'est possible, d'avoir encore 10 ans de plus ou même 20. Mon grand-père a eu 115 ans. Je pense bien que le doyen Amadou Mahtar Mbow mérite pour l'humanité, pour la jeunesse africaine et du monde, qui est en train parfois de perdre ses repères, de rester encore vivant le plus longtemps possible. Je vous remercie au nom de la Confémène et du secrétaire général. Que Dieu vous entende, Fatoumata. Merci. Voilà encore une grande dame très engagée pour l'éducation. Je proposerai qu'on donne la parole à Alimata parce que ce que Fatimata vient de dire en disant de considérer Tonton Mahtar comme une valeur va nous lier à ça parce que pour ses 90 ans, Tonton Mahtar a été sacré trésor humain vivant à Ouagadougou et c'est Alimata Salambéré qui a présidé à cette cérémonie-là. Donc, peut-être qu'on pourrait lui donner la parole parce que ce serait en ligne droite par rapport à ce que Fatimata, Madame Diallo vient de dire. Donc, Alimata, notre sœur, qu'on n'a pas vue depuis un certain temps, nous sommes heureux de vous retrouver et vous avez la parole. Merci beaucoup, petite sœur, et merci à vous tous. Ça fait longtemps, mais bon, vous savez pourquoi j'ai été absente et je remercie Marie Fall et Jean-Marie Metoulé-Nguema qui ont bien travaillé, qui ont eu un travail fantastique et pour lequel je les félicite et je leur dis bravo. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être brève. Mais je voudrais remercier quand même tous les experts et les panélistes qui sont passés durant ces quelques jours du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Je remercie particulièrement les jeunes. J'insiste là-dessus parce qu'ils ont contribué au développement et à penser aux perspectives de ce que les personnes aînées pourront être demain.
et nous leur souhaitons d'avoir une très longue vie. Madame Fatmata Diallo de tout à l'heure a parlé de son grand-père qui a eu 115 ans. Nous souhaitons que ces jeunes-là aient 115 ans et peut-être plus. C'est ce que nous tous les aînés souhaitent aux jeunes pour qu'ils puissent développer leur pays avec beaucoup de santé et beaucoup de bonheur. Marie Fall disait tout à l'heure que beaucoup de gens ont connu le professeur Matar Mbo dans les livres et autres. C'est un tout petit peu mon cas. Je l'ai connu à travers les documentaires, les livres et tout. Mais j'ai quand même eu cette chance de l'avoir rencontré grâce à Marie Fall lors de ses 90 ans. Marie Fall parle du trophée qu'on lui a attribué à Ouagadougou. Et il a été invité par la conférence internationale du RIFA, Réseau international francophone des aînés, que j'ai eu l'honneur de présider, mais qu'actuellement, Jean-Marie Nguema assure la présidence par intérim. Donc, je l'ai rencontré et je parle tout de suite de l'intergénérationnel et aussi, surtout, pour moi, Matar Mbo, c'est d'abord l'humilité. C'est ce qui m'a frappé en lui, car il m'a reçu, moi, la petite Alimata, à déjeuner. J'ai été très touchée. Il m'a donné des conseils, on a échangé. J'étais devant un papa. J'étais devant mon papa quand je l'écoutais. Et son humilité, j'ai remarqué tout à l'heure, sa fille a parlé modestement et avec beaucoup d'humilité de son père. Et c'est là qu'on voit qu'il a transmis certaines valeurs à ses enfants et qu'il nous a transmis à tous, d'ailleurs, à travers le monde. Donc, en ces moments solennels de célébration de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, je voudrais lui rendre un vibrant hommage vraiment à cet illustre centenaire, à ce baobab, à cette bibliothèque, comme disait Ampateba. Et comme vous le savez, en pareille circonstance, les mots se font rares pour trouver les qualificatifs appropriés qui collent véritablement au statut du personnage historique de l'entre-deux-mondes. Son parcours édifiant, dont mes prédécesseurs ont parlé, va de la Seconde Guerre mondiale qu'il a trouvé sur les champs de bataille à seulement 19 ans, et Awal en a parlé tout à l'heure, à seulement 19 ans, à la création de l'UNESCO en 1945, de la chute du mur de Berlin marquant la fin de la guerre froide, à l'avènement de la Société mondiale de l'information et des savoirs avec l'émergence des nouvelles technologies et j'en passe. C'est donc dire que notre illustre personnalité a traversé le XXe siècle dans un contexte marqué par les grands enjeux de défis mondiaux. En Afrique, être centenaire est simplement signe d'humanité, car dans nos traditions, la longévité est le symbole d'une vie bien remplie au service des siens et de la communauté tout entière. La longévité s'apparente au baobab, un arbre séculaire qui a inspiré la généalogie africaine par ses profondes racines, symbolisant les ancêtres, le large tronc qui représente les géniteurs, et enfin les branches et les feuilles qui sont les enfants et les petits-enfants. De la douzaine d'années passées à la tête de l'UNESCO, et mes prédécesseurs en ont parlé, M. Amadou Matar Mbo se présente comme l'incarnation de la sagesse par sa grande et riche expérience de la connaissance de l'humanité, des cultures et des civilisations dans le monde. À juste titre,
Le professeur Amadou Matar Mbo a été élevé, comme l'a annoncé Marie-Fall tout à l'heure, au rang de trésor humain vivant parce qu'il a été un acteur important de la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'Afrique et de l'humanité tout entière. En rappel, le système des trésors humains vivants établi par l'UNESCO en 1993 a été mis en œuvre par la Convention de 2003. Son objectif est de permettre une reconnaissance officielle des détenteurs des traditions, des savoirs et des savoir-faire en les encourageant à les transmettre aux nouvelles générations. Mesdames, Messieurs, cet hommage dû à l'illustre homme de culture et de savoir intervient, comme je l'ai signifié tout à l'heure, dans le contexte de la célébration de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. C'est l'histoire d'un continent qui a connu les vicissitudes du passé, mais qui a choisi de porter haut le flambeau de sa renaissance, malgré les relents de racisme observés ça et là dans le monde. C'est l'histoire d'un continent qui a généré une diaspora diversifiée sur l'ensemble des 5 continents en tant que mère Afrique, berceau de l'humanité. Enfin, c'est l'histoire d'un continent riche de sa diversité et de ses expressions culturelles qui font le charme d'une civilisation en phase avec l'évolution du monde, une Afrique poreuse à tous les souffles du monde, tel que magnifié par le poète Aimé Césaire. Les espaces créés dans le monde pour la symbiose des cultures mettent un point d'honneur à faire de l'Afrique et de ses diasporas le ferment d'une humanité dont l'apport civilisationnel se fait de façon continue et harmonieuse. Les récentes initiatives pour le retour des biens culturels, et M. Charles Moumouni en a parlé tout à l'heure, donc le retour des biens culturels sur le continent, sont la preuve de cette volonté manifeste de permettre à l'Afrique de forger davantage sa mémoire à partir de symboles forts de son histoire. Et la célébration du mois de l'Afrique et des diasporas devrait poser, je dirais même pose déjà, les jalons d'un dialogue intergénérationnel continu pour une meilleure appropriation des valeurs endogènes par la nouvelle génération, comme le disait l'éminent historien Joseph Kizerbo, mon compatriote et professeur, l'auteur de l'histoire de l'Afrique. Mesdames et messieurs, le RIFA a organisé, comme l'a annoncé Marie-Fall tout à l'heure, en 2010 à Ouagadougou, sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie, une grande conférence de haut niveau sur le patrimoine immatériel qui inclut les aspects liés au dialogue intergénérationnel. D'éminentes personnalités sont venues du Canada, de la France, Haïti, enfin de la diaspora, pour partager leurs expériences avec leurs pairs africains. C'est à cette occasion qu'il a été, on lui a donné le trophée de trésor humain vivant. Il n'a pas pu participer à cette rencontre personnellement pour des raisons indépendantes de sa volonté, puisqu'il a accepté l'invitation, qui nous a rendus très heureux, mais malheureusement, à la dernière minute, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu faire le déplacement. Et Marie-Fall a bien voulu recevoir et le trophée et le diplôme à lui transmettre. Donc, ce fut des moments exaltants, car il a été démontré en matière d'histoire et de culture que l'humanité est riche de la diversité de ses expressions. Ce fut des moments exaltants de permettre aux aînés de la diaspora de se ressourcer dans cette Afrique authentique qui garde son humanisme chaleureux malgré les avatars de la mondialisation. Ce fut des moments exaltants pour l'ensemble des aînés de reconnaître à M. Matar Mbo, l'initiateur de la décennie mondiale du développement culturel, concept à partir duquel
moi, personnellement, en tant que ministre de la Culture de l'époque, j'ai été très inspirée et c'est ainsi que j'ai lancé à l'époque le Symposium international sur granit à Lango, ici au Burkina Faso. Et c'est tout un symbole. Vous savez ce que c'est que le granit, et particulièrement en Afrique, et lié à Matar Mbo. Je vous laisse méditer. Donc, du haut de ton parcours, je me permets, en tant que fille de Matar Mbo, je me l'autorise, du haut de ton parcours et de ta riche expérience de vie, les aînés francophones te saluent dans le silence, pour paraphraser le poète Léopold Sédar Senghor. À l'ombre du baobab de la sagesse et du trésor humain vivant que tu es, grandiront des générations qui contribueront assurément à bâtir la pyramide de la civilisation de l'universel. Merci à vous tous pour votre contribution et encore merci au professeur Amadou Matar Mbo. Longue vie à toi pour que tu continues à nous donner tout ce que tu as engendré, tout ce que tu as tout ce que tu as appris en toi et que tu veux nous transmettre. Merci beaucoup. Longue vie encore et que Dieu te garde. Merci Alimata, merci beaucoup pour vraiment cette présentation, en tout cas pleine d'émotions. Je crois que toutes les personnalités ici présentes sont toutes pétries de valeurs et ont marqué en tout cas leur pays, l'UNESCO, la communauté internationale par leur engagement qui pour l'éducation puis pour la culture. Et Alimata Salembera, on ne peut pas parler par exemple du FESPACO sans penser à On n'entend pas. Le micro, professeur, micro. Le micro. Oui, je dis maintenant, nous allons passer la parole à notre sœur Aïcha Badialo de la Guinée, ancienne ministre et ancienne assistante sous-directrice générale du secteur de l'éducation à l'UNESCO. Et je disais simplement que nous la connaissons toutes et apprécions son travail. Nous la rencontrons dans différentes réunions, apporter son expertise sur l'éducation et particulièrement l'éducation des filles. Donc, je donne la parole à Aïcha Badialo. Merci beaucoup, Madame la modératrice Penda, ma sœur. Chers collègues, vous pouvez imaginer le plaisir que j'éprouve aujourd'hui d'avoir cette opportunité de participer à cet hommage au premier directeur général de l'UNESCO, le premier africain. Et comme le disait le professeur Mimi tout à l'heure, un géant. Et merci de m'avoir donné cette opportunité. Alors, en tant qu'ancienne directrice de l'éducation de base et finalement sous-directrice générale pour l'éducation, je peux vous dire qu'au sein de l'éducation, notre doyen a tellement contribué dans tous les domaines qu'on a l'embarras du choix pour identifier un ou deux points. J'en ai pris deux. Le premier, parce que le professeur... Je suis Lala Aïcha Ben Barka. Lorsque je suis arrivée à l'éducation en tant que directrice d'éducation de base, la première chose que j'ai faite, c'était de voir ce que notre doyen avait fait pour le secteur, pour continuer sur la même lignée en l'adaptant au contexte, parce que tout était déjà là, la base était là. Ce qui m'a frappé, c'était son respect pour les filles et les femmes et la promotion pour l'éducation des filles et des femmes. Cela m'a tellement impressionné que je l'ai adopté comme mon combat aujourd'hui. Et
merci. Je dois le remercier pour le fait qu'il ait mis en exergue l'importance de la liberté. Cela n'a pas de prix. Il nous a rappelé que l'honneur est la clé. Le deuxième point, c'est le patrimoine mondial de l'humanité universel. C'était des problèmes, je pense, ce n'était pas visible sur l'écran. Maintenant, j'ai pu récupérer le guide là. Je pourrais... On ne peut pas parler de patrimoine là. sans citer notre citoyen. Parce qu'il a été la clé. Oh oui, je pense que c'est un problème de mal. Ibrahima, ton micro est ouvert. À son entrée en vigueur. Aujourd'hui, quand on dit UNESCO, les gens disent patrimoine mondial. Les autres secteurs sont complètement... Je vous rappelle, je coupe mon micro d'abord. Je souhaite juste rappeler que notre doyen avait prévu qu'il fallait ne pas se contenter seulement d'identifier le patrimoine, de l'inscrire, le sauvegarder, mais qu'il fallait aussi penser à le conserver, à l'animer et à l'utiliser. Merci de nous rappeler le rôle des États africains au sein de l'UNESCO, surtout dans le domaine du patrimoine mondial, devenu universel. L'agenda 2030 du système des Nations Unies fait écho aux préoccupations de notre doyen en matière particulièrement d'environnement et d'urbanisation avec la pollution de l'air. Comme nous savons, nous sommes tous en pleine crise de la COVID-19, avec la crise sanitaire, alimentaire, socio-culturelle et économique. Eh bien, je me permets de rappeler que la radio rurale que notre géant a créée à l'époque est d'actualité. Nous ne faisons en fait qu'ajouter les outils informatiques et l'accès à Internet. Nous lui devons cela. Nous continuons donc sa vision. Eh bien, le directeur général fait la fierté de tous, en particulier des Africains. Et je souhaiterais que Awa, sa fille, lui dise que nous sommes très fiers de lui. Il est notre modèle. Nous l'aimons, nous l'admirons. Que Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, continue à le protéger et à guider ses pas. Je vous remercie. Merci Aïcha pour ce témoignage si émouvant. Je sais qu'Awa transmettra le message, mais nous tous aussi, nous sommes témoins vraiment de ce témoignage. Rassurez-vous, tout le monde aime Amadou Mahtar Mbow. Je crois maintenant il a atteint, j'ai l'habitude de le comparer un peu à Saint François d'Assise, mais il a atteint une certaine forme de sainteté. Et je vous assure que c'est vrai. Merci pour ce témoignage si émouvant. Je sais qu'Awa transmettra, mais nous tous, nous sommes témoins. Et je vous assure que nous aimons tous Amadou Mahtar Mbow. J'ai l'habitude de le comparer un peu à Saint François d'Assise. Et un de ses anciens collaborateurs disait dans un texte qu'Amadou Mahtar Mbow était un élu. Je le crois très sincèrement. Amadou Mahtar Mbow est un élu, que sa grâce continue à irradier sur nous tous, parce que nous avons besoin de cet homme aimant, comme le disait Awa, et que nous aimons tous. Que Dieu nous prête longue vie pour qu'on puisse continuer en tout cas à bénéficier de son aura. Donc, je vais donner la parole à Rifa RDC. Ensuite, ce sera le tour à Rifa Gabon. Africa Mondo suivra et puis je crois qu'on ira vers la conclusion de cet après-midi. Donc, Rifa RDC. Monsieur Chungu, conseiller au RIFA RDC, heureux de prendre part à cet hommage
en l'honneur du patriarche Mbo, que nous connaissons très bien. Quel souvenir pouvons-nous retenir d'un homme illustre, aussi grand, visionnaire? C'est lorsqu'il était à l'UNESCO que l'UNESCO a introduit le concept du bilinguisme scolaire, le bilinguisme à l'école. Sûrement, lui, comme Africain, venant d'une culture de notre continent et brassant correctement la culture européenne au travers de la langue française, riche donc de sa culture africaine et de la culture, je veux dire, d'éducation qu'était la culture française, il a milité pour que, en Afrique, on puisse admettre que les enfants étudient dans deux langues, leur langue maternelle et le français, ou l'anglais si ce sont des pays anglophones, mais essentiellement le français, dont il était le plus préoccupé, je crois. Et nous lui devons donc cette initiative que beaucoup d'États africains n'ont toujours pas concrétisée. Nos écoles enseignent en français et uniquement en français. Ce n'est pas normal. Le Burundi, par contre, enseigne dans deux langues, dans le Kirundi et le français. Jusqu'à récemment, et d'ailleurs je crois jusqu'aujourd'hui aussi, même s'ils ne sont plus tout à fait francophones et qu'ils sont devenus anglophones, le Rwanda enseigne en Kinyarwanda et en français ou en anglais. Maintenant, c'est en anglais. Hier, c'était en Kinyarwanda et en français. Nous pensons, justement parce que j'ai participé, j'ai même modéré l'atelier sur la transmission de nos héritages aux jeunes générations. La langue est le véhicule du patrimoine immatériel. Donc, c'est l'occasion de dire que nous devons poursuivre la lancée inaugurée par notre patriarche pour que les États africains prennent conscience qu'il leur faut enseigner les enfants dans les deux langues, à la fois la langue maternelle et la langue qu'on appelle d'éducation ou d'instruction, qui est le français, parce qu'aujourd'hui, la fracture linguistique entre, par exemple, ceux qui ne peuvent pas parler français et les personnes éduquées, les personnes qui ont suivi un enseignement en français, fait que nous ne pouvons pas transmettre la science à ceux qui n'ont pas été à l'école parce qu'eux, ils n'ont que la langue maternelle et ne savent pas suivre la science qui est dispensée en français. Telle est notre contribution, c'est un hommage, un vrai, sur l'héritage. Ça, c'est pour nous l'un des héritages que nous pouvons obtenir de notre patriarche Mbo, dont nous célébrons le centenaire en ce moment-ci. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci justement pour ce rappel sur les langues, dans l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Et c'est extrêmement important. On en parle toujours, mais c'est rare de voir sur le continent des exemples concrets, malgré toute la réflexion faite par M. Mbo et d'autres. Et je pense que c'est bien de rappeler cela. Maintenant, nous allons donner la parole à Rifa Gabon. Oui, merci. Le Rifa Gabon, à la suite de l'intervention de Mme Alimata, veut s'associer à l'hommage rendu à cette immense personnalité à l'occasion de son anniversaire, tout en reconnaissant l'étendue de son action à direction de l'UNESCO. Et à cette occasion, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment Rifa Gabon a préparé une sculpture à la tête de l'immense Matambo. Je ne sais pas comment on va vous la faire parvenir. Et demain, puisqu'elle finit demain, je vais faire une photo que je vais mettre dans le réseau international de RIFA.
Et donc, comme ça, vous aurez l'occasion de voir la statue qu'on aura faite, la sculpture qu'on aura faite au Gabon pour ce 100e anniversaire du patriarche Amadou Matambo. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, nous souhaitons donc un bon anniversaire et puis qu'on reprenne l'année d'après. Voilà mon intervention, celle du Gabon. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Nous connaissons tous la valeur vraiment de la pierre Mbigou. Moi-même, j'ai une belle sculpture aussi d'un grand sculpteur gabonais, Pierre Mbigou. Et je crois que ce serait une excellente chose si on pouvait avoir une belle photo pour l'exposition justement que nous préparons pour le 20 mars. Merci beaucoup. D'accord. Mélina, qui patiente depuis tout à l'heure. Donc, vous avez la parole au nom du comité d'organisation. Bonjour à toutes et à tous. L'Afro-Caribéenne que je suis est un peu émue de faire ce témoignage aujourd'hui, mais c'est toute l'équipe d'Africa Mundo, Cameroun, Bénin et Canada qui se joint à moi pour vous dire merci. Merci, monsieur Amadou Matambo, pour tout ce que vous avez fait, à la fois pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde à travers vos fonctions et votre mission. Celle qui m'a parlé de vous, eh bien, c'est celle qui vous appelle le plus souvent Tonton Mactar. Donc, ça me fait plaisir que Dey Marifal m'ait présenté un homme aussi immense, tant par sa générosité que par ses fonctions. Merci aussi pour votre humilité. La première fois que je vous ai rencontré, eh bien, c'était le 25 mai dernier, dans le cadre de la Journée internationale de l'Afrique. Cet entretien qui s'est déroulé avec Dey Marifal a été vraiment pour nous très, très, très enrichissant. Cette plus jeune génération à laquelle je fais partie vous remercie et au nom de tous ceux qui m'entourent et qui se reconnaissent à travers votre humanité, nous vous disons merci, merci et encore merci. Que la santé puisse demeurer chez vous, dans votre foyer également. Et c'est un petit bout de la Guadeloupe, c'est un petit bout de la Caraïbe qui vous rend hommage aujourd'hui, modestement, à travers moi. Merci Mélina. Merci Mélina. Je sais que M. Mbow est très attaché vraiment à tous ces pays, la Guadeloupe, Haïti, la Martinique. C'est une part de lui-même qui se trouve représentée dans ces pays. Je crois au-delà de Mme Mbow, la diaspora est une dimension importante de la réflexion de M. Amadou Matambo. Merci. Maintenant, nous allons donner la parole à Mme Khadija Toumbay pour dire un mot, si elle est là. Si, je suis bien là. Okay. Mais Marie me prend vraiment par surprise. Et après tous ces témoignages qu'il y a eu vis-à-vis d'Amadou Matambo, je suis peut-être la plus mal placée pour lui adresser un témoignage parce que je ne le connaissais pas personnellement. Moi, je suis du monde médical. J'ai entendu parler de lui beaucoup. La dernière fois, c'était au moment des assises nationales qu'il a mené d'une main de maître avec deux de ses, je ne sais pas si on peut dire, rapporteurs de l'époque. Il y avait Mamadou Lamine Loum, l'ancien Premier ministre, mais également Jean-Louis Correa, qui appartenait au monde de la banque. Le seul, peut-être pas témoignage, mais le seul regret que je peux avoir à dire, c'est que je sais qu'ils ont mené à eux trois un travail colossal sur les assises nationales du Sénégal et je trouve regrettable que ça ne soit pas une source d'inspiration pour tous les politiciens en général. Parce que dans cet exercice qui avait mobilisé énormément de ressources et de tous âges, de toute expérience, il y avait eu l'identification des problèmes, il y avait eu des solutions proposées. Malheureusement, à l'heure où nous sommes, on fait très peu référence à ce travail que j'ai trouvé, moi, extraordinaire.
au lieu de continuellement reprendre toujours les mêmes constats, là, pour une fois, on avait une chance, constat fait et piste, proposition également énoncée. Donc, comme je l'ai dit, je suis mal placée pour lui rendre un hommage sur ce qu'il a fait. Je ne peux que me référer à une de ses dernières actions qui est la tenue des assises nationales et de vraiment saluer ce travail qu'il a fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Mbaye. Rassurez-vous, dans l'histoire du Sénégal, il n'y a jamais eu un travail de cette nature et de cette dimension. Les conclusions des assises nationales seront appliquées d'une manière ou d'une autre parce que simplement le pays ne pourra pas s'en sortir sans l'application de ces conclusions. Que ce soit la génération, notre génération ou d'autres générations, les conclusions seront incontournables pour ce pays et peut-être aussi pour l'Afrique. Merci. Je crois que nous avons terminé véritablement le tour. Fatou Mboup n'est pas là, elle aussi. Et peut-être ce qu'on doit faire maintenant, c'est conclure cette belle initiative et cette rencontre. Ibrahim. Hein? Merci beaucoup. Ibrahim? Oui. Vous m'entendez? Ablaye aussi peut prendre la parole? Oui, je peux pour 2 minutes. D'abord, remercier l'organisation de cet hommage. Et je n'aurai pas beaucoup de choses à dire parce que des personnalités qui ont vécu de manière directe avec notre patriarche ont fait des témoignages très émouvants, pour lesquels je suis encore sous l'émotion. Je voudrais, en plus de ce qu'a dit Khadi en ce qui concerne les assises, dire 2 à 3 points sur lesquels je retiens des éléments de réflexion historique. C'est d'abord, en matière d'éducation, on l'a dit, il a été mon ministre de l'Éducation et ça a été quand même pour nous des moments assez importants qu'on a vécu avec son magistère. Le deuxième aspect, c'est sa dimension africaine, mais du point de vue politique. Parce que je sais qu'il a eu à renforcer, à aider le mouvement de libération de Guinée-Bissau, à appuyer pour son indépendance. Parce que je sais qu'il a eu des relations particulières avec Amilcar Cabral. C'est des témoignages qui me sont donnés par des amis guinéens de Bissau et cela montre son engagement politique pour la libération de l'Afrique. La troisième dimension, c'est son combat pour un nouvel ordre mondial de la communication. Et je dis qu'il avait un esprit prescripteur, parce que quand il a parlé de cette idée, cette mondialisation n'était pas encore en place. Mais il avait déjà vécu, pensé qu'il fallait prendre des dispositions pour pouvoir apporter des solutions en matière de communication pour l'Afrique. Et je pense que c'était des combats assez forts. Je ne reviendrai pas sur les autres combats compte tenu du fait que nous n'avons pas le temps, mais je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous remercie. Je crois que tout au long du mois de mars, oui, Ablaye, je vous donne la parole. Oui, je m'excuse de vous interrompre. C'était pour dire que je voulais participer à cette plateforme. Malheureusement, j'avais d'autres engagements sur d'autres plateformes, engagements pris bien longtemps avant. Et je voudrais simplement vous féliciter. Je viens très tardivement et je me réjouis de cette manifestation qui s'inscrit, comme tu le sais, dans le cadre de cet hommage national, africain, international à notre doyen, professeur Amadou Makhtar Mbow, dirigeant visionnaire. Malheureusement, l'Afrique aujourd'hui est dans une situation de crise de leadership, crise morale, crise politique,
crise vraiment de vision. Et au moment où nous avons besoin de beaucoup d'Amadou Mahtar Mbow pour relever de cette situation catastrophique dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. En tout cas, je voudrais vous remercier et féliciter les organisateurs. Je crois que c'est Madame Fall et toi-même pour avoir tenu cette conversation fort intéressante que malheureusement, je n'ai pas pu suivre. J'espère que j'aurai l'occasion de reprendre les débats à travers les enregistrements. Merci beaucoup. Merci Ablaye Bathily. Je peux faire un témoignage très rapide sur lui. C'est l'un des plus grands panafricanistes de sa génération. Si j'ai un seul regret par rapport à Ablaye, c'est le fait qu'il ne soit pas élu à la tête de l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine aurait pris une autre direction et aurait connu une autre dimension. Et peut-être ce que nous sommes en train de faire avec quelqu'un comme Ablaye Bathily à la tête de l'Union africaine, on aurait trouvé peut-être du répondant pour aider l'Afrique à retrouver un leadership de qualité et un leadership transformationnel comme l'a été le leadership de la génération d'Amadou Mahtar Mbow. Je crois que s'il y a quelqu'un qui peut vraiment parler aussi des assises nationales, c'est bien Abdoulaye Bathily. Lui qui fait partie des éminents membres qui ont eu à tisser justement ces assises et qui ont demandé à Amadou Mahtar Mbow de diriger ces assises qu'il a dirigées d'une main de maître avec toute son expérience et son micro fermé. Micro fermé. Expérience identique que nous devons continuer en tout cas à magnifier parce que l'Afrique en a besoin. Ndeye, je crois, si tu n'as pas quelque chose à ajouter, nous pourrons remercier tous les participants. Et voilà ce que c'est Amadou Mahtar Mbow. D'abord, notre ami Charles, qui aujourd'hui est le représentant de la diaspora dans ces assises. Et peut-être Ndeye Fall aussi, qui est là, tous les autres. Et Seymour, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est ce que nous voulons aujourd'hui, construire autour d'Amadou Mahtar Mbow. C'est-à-dire faire d'Amadou Mahtar Mbow une figure qui va nous permettre justement de soulever toute l'Afrique pour aller vers le sens du progrès et du développement. C'est une figure qui devra nous aider à bâtir sur le legs historique des personnalités comme lui, peut-être d'autres. Quand je pense à Nkrumah, on ne parle pas beaucoup de lui, à Nelson Mandela, à toutes ces grandes personnalités. Et qu'est-ce que nous allons faire? Et tous les jours, c'est la question que je me pose. Qu'allons-nous faire de cet héritage qui est un héritage unique pour permettre à ce continent de se soulever définitivement? Mais nous avons une jeunesse qui a tant besoin justement de cet héritage-là. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Nous, Africains, mais aussi les Africains de la diaspora, parce qu'aujourd'hui, Ablaye vient de le dire, nous vivons une crise morale, une crise justement de leadership. Et c'est le lieu de non seulement de célébrer Amadou Mahtar Mbow, mais de nous dire qu'allons-nous faire du legs d'Amadou Mahtar Mbow. Et c'est la grande question. Vous êtes des aînés, vous vous considérez comme justement des personnalités qui ont eu à avoir un certain parcours et qui aujourd'hui se retrouvent plus ou moins à la retraite. Mais nous avons plus que jamais besoin de vous parce que nous avons besoin d'autorité morale pour ce continent. Profitons d'Amadou Mahtar Mbow et de sa stature pour bâtir quelque chose et dire aux Africains et peser sur le devenir de ce continent. Nous ne pouvons pas laisser notre continent aller à la dérive comme ça. Qu'allons-nous faire de toutes ces expériences? C'est la raison pour laquelle je propose que ce qu'on a entendu cet après-midi, qu'on puisse le relayer au niveau justement de l'exposition Amadou Mahtar Mbow. Mais s'il y a aussi des médias qui veulent exploiter
ce dialogue de cet après-midi, tant mieux, mais il faut penser à la suite. Et c'est là où nous demandons à toutes les personnalités ici présentes de nous faire un certain nombre de propositions. Et moi, je sais, les AWA, tout le monde travaille sur une fondation Amadou Mahtar Mbow. Et cette fondation devra être portée par tous ces Africains parce que simplement, la bataille, elle est immense et nous devons réussir cette bataille parce que nous ne pouvons pas disparaître sans laisser aux générations futures quelque chose de solide. Et le solide part d'Amadou Mahtar Mbow, ceux qui sont comme Amadou Mahtar Mbow, de vous tous, de nous tous, et c'est ça le devenir de l'Afrique. En tout cas, merci Ndeye de nous avoir conviés à cette rencontre inédite. Merci à toutes ces personnes de grande valeur, de grande qualité que nous avons écoutées cet après-midi. Et merci, monsieur Krishnuru, pour cette générosité. Nous attendons vraiment cette sculpture avec grand plaisir. Ça va couronner peut-être tout le parcours d'Amadou Mahtar Mbow, parce qu'Amadou Mahtar Mbow, c'est la culture. Amadou Mahtar Mbow, c'est l'éducation. Mais Amadou Mahtar Mbow, c'est tout simplement l'amoureux des arts et des lettres. Encore une fois, merci. Merci aussi à Awa. Il faut transmettre à M. Mbow tout ce qui s'est dit cet après-midi. En tout cas, j'ai une seule crainte maintenant, que Ndeye Fall et son groupe ne ravissent pas la vedette aux organisateurs du 20 mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Penda. Merci à vous toutes et tous qui avez eu la patience de rester avec nous depuis. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir contribué de manière très modeste à valoriser celui qui est mon tonton, qui est le tonton de beaucoup d'entre nous, qui est le papa de beaucoup d'entre nous. Et dans ces pensées, je veux aussi reconnaître et faire reconnaître la présence et la contribution de celle que j'appelle affectueusement Tata Raymonde, qui inlassablement lui tient la main et a toujours été là pour les beaux comme pour les mauvais jours. Et comme je dis, je le donne toujours, je donne ce couple toujours comme exemple de couple qui a passé à travers les difficultés et qui maintenant se retrouve en plein jour, au soleil. Et j'espère, comme on le dit dans ma langue, dinañu fi yàgg ba ñu leen di weer di leen weri. Je leur souhaite que ce compagnonnage puisse continuer encore et encore, car ils sont un exemple pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants et j'espère pour leurs arrière-petits-enfants. Je vous remercie infiniment de votre présence, de nous avoir donné les différentes facettes, de voir les différentes facettes de notre trésor humain vivant qu'est Amadou Mahtar Mbow. Merci infiniment à toutes et à tous et à très, très bientôt. Surtout le 20 mars, n'oubliez pas que le 20 mars sera un jour particulier. Alors, merci infiniment. Bonne fin de semaine à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, Tata. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.